parler de la France. En fait, je présente le livre que j'ai écrit sur le sujet. Alors, d'où est venue l'idée du livre? Je faisais partie d'une association et nous nous étions réunis une semaine environ après les attentats contre Charlie Hebdo. Et dans l'association, il y avait un monsieur d'une cinquantaine d'années, Abel, un Français d'origine algérienne, qui a pris la parole pendant assez longtemps pour nous dire les gens sont complètement largués dans mon quartier, il habite au Minime. Mais dans mon quartier, les gens sont complètement largués, ils ne savent plus où ils habitent. Ils votaient tous socialistes parce qu'ils pensaient que les socialistes les protégeaient. Et là, quand ils entendent ce qui se dit sur l'islam, les musulmans, la stigmatisation après l'attentat, ils ne comprennent plus, ils sont perdus. Et alors j'ai dit, écoute Abel, organise une réunion publique et moi j'irai leur parler. Alors finalement, il n'a pas organisé de réunion publique, mais du coup, moi ça m'a mis en mouvement et je me suis dit, de quoi je vais leur parler? Je vais leur parler de la France. Effectivement, on ne sait plus où on en est. Depuis 40 ans, nos repères disparaissent, petit à petit s'effacent. On enseigne de moins en moins l'histoire de France à l'école, ou alors on n'enseigne plus de façon chronologique, mais de façon thématique, de façon à faire perdre nos racines. On se sent dans un carcan d'un politiquement correct, avec une novlangue imposée, et on ne sait plus où on en est. Alors ça, d'abord, il y a des causes à ça, évidemment. Le fait que nous en soyons où nous en sommes, il y a des causes. Et aussi, je me suis dit, là, on nous bassine avec de la bonne conscience, l'universalisme, tout ça, mais je me dis, l'universalisme, c'est bien. C'est français, d'ailleurs, c'est né de la Révolution française, j'en parlerai tout à l'heure. Mais vouloir aider les autres, on ne peut pas aider les autres si on ne s'aime pas soi-même. C'est valable pour un individu, tous les psys vous le diront, c'est valable pour un État, pour un groupe humain. Pour pouvoir aider les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et pour s'aimer, il faut se connaître. Alors il faut repartir du début. Et je suis reparti de mes souvenirs de classe de cours moyen 2. Histoire, géographie. J'ai ajouté l'anthropologie parce qu'entre-temps, j'ai lu Emmanuel Todd. Et donc, la première partie du livre, c'est ça. Il y a 3 parties. Un cri d'amour, un cri de colère, un cri d'espoir. La première partie, c'est ça. Géographie, anthropologie, histoire. Napoléon disait, la politique d'un pays est inscrite dans sa géographie. Effectivement, ça commence comme ça. Un État, une nation, des Français, nous parlons tous la même langue, nous sommes tous Français, ça commence par une géographie. La géographie, c'est l'hexagone. C'est une géographie quasiment parfaite. La carte de l'hexagone qu'on avait tous sur le mur à l'école, c'est le dessin de la France, un visage de bonhomme, avec un très grand nez, un nez qui respire la mer, un nez en forme de Finistère, comme chante Serge Reggiani. Et un hexagone, aux formes quasiment parfaites, avec trois frontières maritimes, 3 frontières terrestres, dont 2 sont des frontières naturelles, donc quasiment sécurisées, sauf sur une de ces frontières, la frontière nord-est, qui est d'ailleurs celle par laquelle la plupart de nos soucis sont arrivés. C'est un hexagone qui est situé à l'extrême occident du continent eurasiatique. C'est donc le point de convergence des flux migratoires. Quand les hommes suivent, avant le néolithique et après le néolithique, quand les hommes marchaient en suivant la courbe du soleil, en se dirigeant vers l'ouest, naturellement ils arrivaient chez nous, en évitant évidemment, contournant les barrières naturelles, avec les Alpes en particulier. Donc soit ils arrivaient chez nous par la Méditerranée, soit par l'Allemagne. Du reste, au néolithique, la France a été colonisée par 2 cultures, une par la Méditerranée, une par l'Allemagne, par le nord. Ensuite, elle a été colonisée par les Celtes de Hallstatt à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, puis par les Celtes de l'Athènes, et puis ensuite il y a eu les invasions romaines, germaniques, les Alamans, les Burgondes, les Ruthènes, les Vandales, il y a eu l'invasion arabe, l'invasion viking, des invasions hongroises, puis d'autres germaniques, enfin bref, la France est le réceptacle naturel des flux migratoires.
C'est-à-dire qu'un premier constat qui s'impose, c'est que nous sommes tous des sangs mêlés. Nous avons tous le sang impur, entre guillemets. Nous sommes tous des sangs mêlés. La France est un pays de sang mêlés. Il n'y a pas de Français de souche. Ou alors il faudra qu'on me dise où est la souche. Avant l'invasion des Vikings, avant l'invasion des Arabes, avant l'invasion des Ruthènes, des Allemands, où est la souche? Nous sommes du sang mêlé. Ce qui crée une grande diversité anthropologique, et j'en reparlerai après. Une deuxième chose que l'on observe quand on parle de la France, c'est son immense diversité. Sur le plan climatique, par exemple. Quand vous vous promenez en France, vous discutez avec quelqu'un, il va vous dire chez moi, il y a un microclimat. En France, il y a 36 000 communes, il y a 36 000 microclimats. Alors ça fait rigoler tout le monde, mais en fait, c'est une réalité. Il n'y a pas 36 000 microclimats, évidemment, mais la réalité de la diversité climatologique existe. La France est sous l'influence du climat continental, du climat méditerranéen, du climat océanique, et ceci dans un tout petit espace, 500 000 km², 1000 km du nord au sud, 1000 km de l'est à l'ouest. Dans ce tout petit espace, les ingénieurs de Météo France dessinent 5 types de climats différents, avec des zones floues entre tous les climats. Et ça se retrouve dans l'immense biodiversité de nos écosystèmes. La France est aussi un pays d'une très grande diversité géologique. Ça se retrouve dans les roches qui sont utilisées pour construire nos maisons. Chaque région de France a un style d'habitat différent de la région d'à côté. Alors c'est lié au climat, évidemment, la taille des toits, l'épaisseur des murs, etc. C'est lié aussi aux ressources, aux minéraux dont on dispose pour construire nos maisons. Alors tout ceci, évidemment, l'extrême diversité des écosystèmes, l'extrême diversité des roches, de la géologie, l'extrême diversité des climats fait que finalement, il n'y a pas deux régions qui se ressemblent. Et ça se retrouve dans nos fromages, dans nos vins et dans nos spécialités culinaires qui sont très différentes d'une région à l'autre. Et toujours dans un tout petit espace de 500 000 km², 1000 km, 1000 km. Quand vous êtes pilote de chasse et que vous survolez la France en basse altitude, c'est-à-dire environ 200 mètres d'altitude et à une vitesse d'environ 800 km/h, que vous tracez un trait droit de n'importe où à n'importe où, en moyenne, toutes les 6 minutes, 5-6 minutes, vous changez entièrement de paysage. C'est-à-dire que vous changez de relief, d'habitat et de végétation. En moyenne, toutes les 20 à 30 secondes, vous voyez un très beau château. La France est d'une diversité, d'une richesse et d'une beauté à couper le souffle. Mais il y a aussi le peuple français qui vit là-dedans. On va attaquer l'anthropologie. Un copain belge m'a raconté l'histoire suivante, m'a-t-il dit, histoire qui se raconte à peu près dans tous les pays d'Europe. Le dernier jour de la création, Dieu a décidé de se faire un petit plaisir. Il a réuni en un seul endroit ce qu'il avait fait de plus beau, les plus belles montagnes, les plus belles collines, les plus belles vallées, les plus beaux fleuves, les plus belles forêts, etc. etc. Et contemplant son chef-d'œuvre, il se dit non, ça c'est vraiment trop injuste. Alors il créa les Français. Effectivement, ça ne lasse pas de surprendre nos voisins, la façon dont nous nous chamaillons en permanence entre Gaulois. Eh bien, ça c'est aussi une réalité, c'est une réalité anthropologique. Alors qu'est-ce que c'est que l'anthropologie, rapidement? C'est lié aux structures familiales. Fondamentalement, il y a 4 types de structures familiales importantes, et entre les 4, il y a des structures intermédiaires. Emmanuel Todd a décrit ça dans son livre L'origine des systèmes familiaux, où il recense environ, dans sa taxinomie, environ 17, je crois, de mémoire, structures familiales. Alors au départ, la structure familiale des chasseurs-cueilleurs, elle était nucléaire, c'est-à-dire que quand les enfants se mariaient, ils formaient un couple, ils allaient construire leur nid à l'extérieur du nid des parents.
Donc on a là affaire à une structure qui est libérale. Les enfants qui décident de faire un couple quittent l'autorité parentale. Et au moment du partage des richesses, quand les parents décèdent, la répartition est strictement égalitaire entre les enfants. Nous avons donc affaire à un type de famille égalitaire. Famille libérale égalitaire. Égalitaire libérale, c'est la famille nucléaire. Vous avez la famille communautaire qui, elle, est égalitaire, autoritaire. Quand les parents ont des enfants, quand les enfants arrivent au mariage, les filles quittent le domicile pour aller vivre chez la famille de l'homme, tandis que les fils recueillent leur famille et continuent à vivre sous le toit des parents. C'est dans le même foyer, vous avez 2 générations, voire 3, et plusieurs couples. Au moment de la mort des parents, donc on a une famille autoritaire, puisque les garçons restent sous l'autorité du patriarche, et au moment de la mort des parents, après un certain temps, la division, le partage est fait de façon égalitaire. Vous avez la famille souche, allemande ou du sud-ouest. Quand les enfants se marient, l'aîné des fils, en général c'est l'aîné des fils, reste sous l'autorité du patriarche, avec sa famille, et ensuite c'est lui qui hérite de tout. Donc là on a un type de famille qui est inégalitaire, puisque l'héritage va à un seul des enfants, et qui est autoritaire, puisque le fils reste sous l'autorité du patriarche. Et enfin, la 4e type de famille, c'est la famille nucléaire absolue, dénominée par Emmanuel Todd, famille nucléaire, donc les enfants font leur nid à côté de celui des parents, et au moment du partage, eh bien, l'héritage va à un seul des enfants choisi par les parents. Donc en gros, 4 types de familles: égalitaire libérale, égalitaire autoritaire, inégalitaire libérale, inégalitaire autoritaire. Et entre ces 4 types de familles, des phases transitoires. En général, les grands pays d'Europe ont une certaine homogénéité anthropologique. La famille russe est majoritairement la famille communautaire. La famille allemande est majoritairement la famille souche. La famille anglaise est la famille nucléaire absolue. Pour la France, c'est un véritable binz. D'un point de vue anthropologique, la France ne devrait pas exister. Il n'y a pas un peuple français, il y en a 100. Donc à l'immense diversité climatique, des écosystèmes, géologiques, qui constituent tout notre environnement, tout l'environnement dans lequel nous vivons, il faut ajouter en plus une très grande diversité anthropologique. Et finalement, la France, c'est une géographie fermée, ouverte sur le côté nord-est, et globalement fermée et protégée, qui invite les gens qui vivent à l'intérieur à se choisir un destin commun, et des peuples très différents les uns des autres dans cette géographie, ce qui est source de division. Et l'histoire de France, c'est ça. L'histoire de France, c'est une lutte de 1000 ans entre des tentatives d'union et des ferments de division. C'est ça l'histoire de France. Ce sont les Capétiens qui ont fait la France. C'est à partir du Capet que le territoire s'est construit, que les peuples vivant sur ce territoire se sont unifiés petit à petit. Il y a eu des guerres, il y a eu des guerres de religion, ça a été des guerres civiles, mais au bout de 1000 ans, c'est finalement l'unité qui a prévalu, et c'est le grand bassin parisien, c'est le centre contre la périphérie en fait, et c'est le centre qui a finalement gagné avec son modèle anthropologique, le modèle anthropologique du grand bassin parisien élargi, qui est nucléaire, c'est-à-dire libéral, égalitaire. Et ces 2 valeurs de liberté et égalité, on le retrouve dans notre triptyque républicain. La Révolution française a été ce moment où le peuple français a dépassé son immense diversité,
à travers des valeurs humanistes, s'est dépassé lui-même, à travers des valeurs humanistes et universalistes, liberté, égalité. La fraternité est venue après, au XIXe siècle. Un historien, dont je ne me souviens plus le nom, mais je le cite dans mon bouquin, a résumé ça en disant « La France a inventé un patriotisme à vocation universelle ». Alors, après 2 guerres mondiales, et très sanglantes, on a dit au peuple français ce qu'il avait envie d'entendre. On lui a dit « Vous allez vous dépasser encore plus, vers encore plus d'universalisme, vers encore plus d'humanisme, cette fois au sein de l'Europe. D'une Europe de la paix, d'une Europe des droits de l'homme. » Et on y a cru. Évidemment, on y a cru, on avait envie d'entendre ça. On s'était déjà dépassé une première fois au moment de la Révolution, donc on a voulu croire à ce beau projet, une Europe de la paix, un dépassement anthropologique. Et force est de constater que 70 ans plus tard, c'est une catastrophe. Le chômage explose, enfin, nous sommes dans la situation que nous connaissons. Alors, pourquoi? Revenons donc à la construction européenne. Geert Ludenstadt, qui est le président du comité Nobel, qui est un atlantiste et un européiste convaincu, a écrit un livre, Europe-Amérique, les relations entre les États-Unis et l'Europe à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et dans ce livre, il écrit simplement que l'Europe, la construction européenne, s'est faite sous tutelle américaine. C'est une construction américaine, en fait. Ce sont les Américains qui ont piloté le truc depuis le début. Il explique tout ça. Donc, j'ai choisi dans mon livre les citations de Geert Ludenstadt, parce qu'il faut toujours aller prendre les citations chez l'adversaire. On n'est pas traité de complotiste comme ça. Donc, c'est clair. Du reste, le général de Gaulle l'avait dit dans une conférence du 15 mai 1962, conférence de presse, dans laquelle, à propos de l'Europe, il disait qu'il n'était pas possible qu'il y ait une politique européenne, car les peuples n'y étaient pas prêts, et ne voulaient pas se faire imposer des décisions venues d'ailleurs, contraires à leurs intérêts. Donc à l'époque, il y en avait 6. Et il disait, mais peut-être qu'il y aurait autre chose, peut-être qu'on parlerait de quelque chose de plus vaste, avec un fédérateur qui, lui, aurait une politique, mais qui ne serait pas européen. Évidemment, il avait désigné les États-Unis. Alors, bon, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que les présupposés philosophiques de la construction européenne, eux, puisent dans des lieux nauséabonds, dans des cloaques assez nauséabonds. Le maître d'œuvre des idées, je parle, qui ont prévalu à la construction européenne est un certain Walter Hallstein, qui a été le premier président de la Commission européenne et qui a co-signé le traité de Rome aux côtés du chancelier Adenauer. Walter Hallstein, auparavant, était un juriste du régime nazi. En 1938, après la rencontre entre Hitler et Mussolini, Hitler l'a envoyé en Italie avec des juristes pour travailler dans un groupe, au mois de juin, aux alentours du 20 juin, pour travailler dans un groupe germano-italien, de juristes, à la constitution, au droit d'une future Europe, la Neue Europa. Et en février 1939, Walter Hallstein, qui était à l'époque directeur de l'université de Rostock, l'université de droit de Rostock, prononce un discours sous le patronage des autorités nazies que l'on a appelé le discours de la conquête. Et sous l'angle du droit et dans une novlangue parfaite, il explique comment les nazis et les fascistes vont dominer l'Europe et le droit qui va s'appliquer au peuple soumis. Je vous lis quelques extraits de ce discours. La caractéristique la plus remarquable de l'état du droit d'aujourd'hui sera éternellement la politique totale de la loi.
Ceci signifie une révolution d'une taille et d'une profondeur sans précédent des systèmes juridiques archaïques, et ce, jusque dans leur moindre recoin. Un peu plus loin, selon une loi de la nature qui est innée dans la profession du protecteur de la loi, ce dernier doit finalement être l'architecte responsable de la loi. Et plus loin, la création de la loi nouvelle est seulement la tâche des législateurs et le rôle du juge se limite à l'intégration, le fait de présenter des faits de la vie en vertu des faits qui ont été déterminés par la loi. C'est-à-dire qu'il désigne un groupe d'individus, les protecteurs de la loi, dont il faisait partie, qui seraient chargés de dire la loi, sans contrôle démocratique évidemment, de dire la loi, et ensuite les juges appliqueraient. Et tout le monde devrait appliquer. Cette idée, on la retrouve dans la haute autorité de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et on la retrouve ensuite dans la Commission de l'Union européenne, de la construction européenne. Au départ, ça ne s'appelait pas l'Union européenne. Voici ce que Walter Hallstein écrit à la fin de sa vie dans un livre intitulé « La communauté européenne ». Chaque action commence avec la Commission. La Commission est l'élément le plus original de l'organisation de la communauté et qui n'a aucun précédent direct dans l'histoire. Sa fonction est de représenter la communauté à l'intérieur et à l'extérieur. La Commission est indépendante des gouvernements des États membres. La Commission possède le monopole de l'initiative législative. C'est les protecteurs de la loi. C'est la même idée qu'il avait énoncée en 1939 dans son discours à l'université de Rostock, que l'on a retrouvé dans la haute autorité de la CECA, article 9, article 14, et que l'on retrouve dans la Commission européenne, article 17 du traité sur l'Union européenne. Le traité de Lisbonne, en fait, c'est deux traités, le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette même idée. Alors, si vous n'êtes pas tout à fait convaincu, je vais vous lire des morceaux de l'article 17 du traité sur l'Union européenne. Alors, donc l'article 17 concerne le rôle et les responsabilités de la Commission européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce les fonctions de coordination, d'exécution et de gestion. Ça veut dire que la Commission est l'organe exécutif de l'Union européenne. Quand on exécute les budgets et les programmes, c'est qu'on est l'organe exécutif de l'Union. Point. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission. Cela signifie que la Commission a le monopole de l'initiative législative. Donc il cumule le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Donc pour ceux qui ont lu Locke ou Montesquieu ou Condorcet, ça pique un peu les yeux quand même. Hein. Elle veille à l'application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'elle a un droit de regard sur le judiciaire. Donc elle a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, un peu du pouvoir judiciaire, on s'approche du dictateur. Là, hein. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels. Donc elle a la maîtrise du calendrier de l'Union. On sait bien que dans une entreprise, c'est pas l'ouvrier qui décide du calendrier, c'est le patron. Et dans un service public, c'est le chef de service, c'est pas le fonctionnaire lambda qui décide du calendrier. Elle assure la représentation extérieure de l'UE. Bon. Les membres de la Commission sont choisis parmi des personnalités offrant toute garantie d'indépendance. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Donc vous avez des gens qui ne sont pas élus, qui doivent être totalement indépendants des États, c'est-à-dire des peuples, et qui ont les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, en partie judiciaires. Voilà. Donc ça s'appelle un dictateur. Et la graine originelle, c'était les protecteurs de la loi que Walter Hallstein évoquait dans son discours de février 1939 à Rostock. La Commission européenne est la solution finale de ce concept.
Je ne sais pas si vous connaissez, je vais parler d'un autre article des traités européens. Je ne sais pas si vous connaissez l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. C'est un article qui institue les grandes orientations de politique économique. Vous avez entendu parler de la loi Macron, vous avez entendu parler de la loi El Khomri. En fait, ce sont les applications des articles des GOPÉ. Alors, les GOPÉ, je vous conseille de les télécharger. Ce sont des documents annuels qui, en général, sont édités vers le mois d'avril-mai et qui disent la politique que doit mener chaque pays de l'Union européenne. Les GOPÉ sont émises chaque année pour chaque pays de la communauté de l'Union européenne. C'est en fait la Commission qui pilote le processus. C'est sur recommandation de la Commission que le Conseil de l'Union européenne travaille, etc. Ce n'est pas signé par la Commission, mais c'est elle qui pilote le processus. Et pour chaque pays, chaque pays a sa feuille de route. C'est ainsi que l'an dernier et cette année, donc 2015-2007, on voyait écrit dans les GOPÉ que l'État français devait réduire considérablement ses dotations aux collectivités locales, collectivités territoriales. Vous vous souvenez des manifestations des maires de France l'an dernier, à peu près à la même époque. Application des GOPÉ 2015. C'est dans les GOPÉ qu'on dit qu'il faut détruire qu'il faut privatiser la santé, les retraites et l'éducation. Ce sont les trois gros fromages qui restaient dans le secteur public, issus du Conseil national de la résistance. Les trois derniers fromages, les gros fromages, santé, éducation et retraite, sont détruits petit à petit, c'est-à-dire tranche par tranche. On ne vous présente jamais le saucisson entier, on vous le présente tranche par tranche pour que vous n'ayez pas la vision globale et que vous ne pensiez pas l'idée qu'il y a derrière. Dans les GOPÉ de cette année, par exemple, 2016, il est écrit qu'il y a trop de PME en France. Alors, c'est pas écrit comme ça, évidemment. Il y a écrit qu'il y a beaucoup plus de PME en France que dans les autres pays de l'Union européenne, et que ça n'est pas très bon pour la compétitivité. En compétitivité, c'est un mot dont il faut se méfier. Ça veut dire baisse des salaires, et on veut ramener tout le monde en esclavage, hein, le SMIC ou quelque chose comme ça. Donc c'est présenté comme ça. Donc cette politique, c'est en fait le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui impose, à travers les GOPÉ en particulier, des politiques ultralibérales qui génèrent l'enrichissement odieux de 0,1% de la population et la mise en esclavage de la multitude. Alors comment faire passer ça en France, la pilule ? La pilule, elle a commencé à passer à partir de 1983. En 1983, Delors promulgue une loi de désindexation des salaires de l'inflation. C'est-à-dire jusqu'en 1983, les salaires étaient indexés sur l'inflation, sur les prix. Et à partir de 1983, on arrête ça. Et depuis, cette loi a fait que, aujourd'hui, chaque année, 200 milliards sont passés de la poche des salariés à la poche des détenteurs du capital. Alors à partir du moment où le gouvernement socialiste de l'époque a trahi la classe ouvrière, il n'y a pas d'autre mot, eh bien il fallait, pour maintenir le clivage gauche-droite, reporter les thématiques sur d'autres domaines. Et on est passé des questions sociales aux questions sociétales. À partir de 1983, la lutte des classes n'a plus existé. Il y a eu une rémanence un peu dans les médias. Mais c'était fini, la lutte des classes c'était fini. On ne défendait plus les ouvriers, on ne défendait plus les pauvres. Et pour maintenir le clivage gauche-droite, on a déporté la question sociale sur des questions sociétales, et en particulier le racisme. C'est en 1984 que Le Pen est invité pour la première fois sur un plateau de télé à l'émission de Henri de Vierieux, l'émission Prime Time, et la même année que SOS Racisme est créé. Voici ce qu'écrit Jean-Pierre Le Goff, qui est un philosophe de gauche, qui a écrit un article, un très long article, que je cite dans mon livre. Voici ce qu'il écrit. Ce changement
s'est accompagné d'une relecture de notre propre histoire qui a renversé la perspective. Au roman national épique du gaullisme et du communisme de l'après-guerre a succédé une fixation sur les pages sombres de notre histoire, tout particulièrement celle de Vichy, de la collaboration et du colonialisme. Cet effondrement du roman national s'est accompagné de la dissolution de la nation dans le monde au nom de l'universalisme des droits de l'homme. Loin de lutter efficacement contre ce qu'il combat, ce nouvel antiracisme a produit des effets inverses et en exacerbant les sentiments collectifs de crise identitaire et en suscitant en réaction une xénophobie de défense. C'est d'autant plus ignoble que le peuple français n'est pas communautariste. Depuis 83, le mot communautarisme est arrivé dans le vocabulaire médiatico-politicien en 1994. Avant, on n'en parlait pas parce que le peuple français n'est pas communautariste. Le peuple français assimile. Il a toujours assimilé, je vous l'ai dit au début, nous sommes le vase de réceptacle des flux migratoires. La France a toujours assimilé les étrangers et aujourd'hui elle continue à le faire. Les données démographiques le démontrent. Le taux de mariage mixte en France est toujours situé entre 20 et 25%. Et ceux qui nous donnent des leçons, les Allemands, les Anglais, les Américains ont un taux de mariage mixte inférieur à 1%. Eux sont communautaristes, parce que le communautarisme est fondamentalement inégalitaire, alors que le peuple français est égalitaire. Oui, j'ai oublié de préciser que dans l'immense diversité anthropologique du peuple français, il y avait quand même la valeur d'égalité était quand même dominante sur la valeur d'inégalité. Et c'est la valeur dominante, c'est la valeur dominante du peuple français, la valeur d'égalité. Les valeurs de liberté et d'autorité, elles sont plus en balance. Donc si entre la liberté et l'égalité, il y a un mot qui doit le mieux s'approcher de ce qu'est le peuple français, c'est la valeur d'égalité. J'ai oublié de le préciser, mais c'est important. Parce que quand on parle du communautarisme, on s'inscrit dans quelque chose d'inégalitaire, de profondément inégalitaire. Alors ça ne marche pas. De toute façon, ça ne marche pas. Je vous donne juste quelques petits flashs, comme ça, pour réfléchir. Et tout ça, a été accompagné par la fabrication d'une novlangue. Vous savez tous d'où vient la novlangue, c'est George Orwell qui a inventé ce concept. Il y a un livre qu'on peut lire à ce sujet, c'est Linguae Titri Empirii de Victor Klemperer, qui était un philosophe juif allemand, heureusement pour lui marié avec une Aryenne, donc il n'a pas été déporté, mais il a été interdit d'exercer. Et que fait un philosophe qui n'a plus rien à faire? Il philosophe, il observe et il écrit. Et il a observé la façon dont le langage, la syntaxe, le vocabulaire de la langue allemande était dévoyé progressivement pour que le régime nazi puisse dire l'indicible. Il y a un autre livre qui traite de cette question, c'est la question humaine, dont on a fait un film. Je vous conseille de le voir, qui fait le parallèle entre la novlangue du Troisième Reich, justement, et la novlangue du capitalisme financier ultralibéral d'aujourd'hui. Donc la novlangue. Une novlangue s'est installée en France. La novlangue a 3 fonctions. La première fonction est de décrire en des termes positifs une action négative. Par exemple, dans les années 80, quand les grands plans de licenciement ont commencé, on parlait de plan de licenciement accompagné d'un plan social. C'est-à-dire que les gens ont été licenciés, mais on allait leur donner une formation, etc. Au cours des années 90, plan de licenciement a disparu du vocabulaire et on n'a plus utilisé que plan social. Aujourd'hui, on parle de plan social pour décrire une action qui est profondément antisociale. Donc le mot social a été retourné à 180 degrés. Même plus, on parle de plan de sauvegarde. Je suis d'accord. Ouais, donc c'est encore plus. Et vous prenez le mot réforme, c'est pareil. Si vous prenez la définition du mot réforme, ça correspond à une amélioration de situation, une amélioration de structure. Tout ce qui nous est servi depuis 30 ans, ce sont des contre-réformes. Ça s'oppose à la tendance naturelle de long terme d'amélioration de la vie, d'amélioration de l'humanité, des conditions de vie de l'humanité. Ça, c'est la tendance de long terme. Et les réformes
que l'on prend dans la figure depuis 30 ans sont en fait des contre-réformes. Et bon, il y a plein de mots comme ça, on peut s'amuser à voir tous les mots qui ont été retournés. La deuxième fonction de la novlangue, c'est de déshumaniser le langage. Et ça, on retrouve la fonction de la novlangue du Troisième Reich. On dit SDF. SDF, ça fait penser à SNCF, à RATP, à EDF. C'est un sigle. Un sigle, ça renvoie à des statistiques, à des courbes. Ça s'adresse à l'hémisphère gauche du cerveau, l'hémisphère discursif, analytique, temporel. L'hémisphère qui calcule, la partie du cerveau qui fait des calculs. Si vous dites clochard, ça ne renvoie pas à des courbes, ça renvoie à un être humain qui est assis dans la rue avec son carton « Aidez-moi s'il vous plaît, j'ai faim ». Ça s'adresse à l'hémisphère droit du cerveau, l'hémisphère sensible, l'hémisphère global, atemporel. Et on observe comme ça que on nomme des choses de plus en plus, on nomme de plus en plus de choses, de concepts, ou de façon à déshumaniser, à retirer l'image de l'humain derrière ce qui se fait. C'est la deuxième fonction de la novlangue. Déshumaniser le langage. La troisième fonction, c'est de définir un carcan lexical, de dire les mots que l'on a le droit d'utiliser et ceux que l'on n'a pas le droit d'utiliser. Parce que les linguistes vous diront qu'on ne fabrique pas des mots, on n'invente pas des mots pour dire les idées que l'on a en tête, mais que l'on bâtit des idées, que l'on développe des concepts à partir des mots dont on dispose. Donc si l'on ne peut utiliser qu'un certain nombre de mots et pas d'autres, eh bien on ne peut pas penser certaines choses. Par exemple, moi je me souviens, dans les années 70, le Parti communiste, avec Georges Marchais, il parlait des exploités. Ah ben s'il y a des exploités, où est l'exploiteur? On se dit. Aujourd'hui, il n'y a plus d'exploités, il y a des défavorisés. Oh, ils n'ont pas de chance. Il n'y a pas de défavoriseurs. Hein. Voilà. La novlangue a pour objet d'interdire de penser certaines choses. Une société qui double son PIB tous les 15 ou 20 ans, comme la société française, et quand dans le même temps, les jeunes sont ramenés à un niveau, à l'esclavage, au SMIC tous, que la pauvreté explose, que la précarité explose, que le chômage explose, est une société barbare. Et la novlangue a pour objet que l'on n'ait pas l'idée, ni même la possibilité de le penser. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que le premier des combats à mener, si nous voulons nous libérer de ce carcan ultralibéral, esclavagiste, si nous voulons nous libérer de ce carcan, le premier des combats à mener, c'est le combat pour les mots. La mère des batailles, c'est le combat pour la langue française. Ramener la langue française à l'endroit. Dire les choses avec les mots qui doivent être employés pour le dire. Refuser le politiquement correct. Le politiquement correct, c'est l'ordre moral. La classe médiatique et politicienne, c'est la nouvelle Sainte Inquisition. Et ceux que l'on traite de complotistes, ce sont les sorcières. À propos de sorcières, dans le livre L'invention de la France d'Emmanuel Todd et Hervé Lebras, les démographes, donc Hervé Lebras, je pense qu'il a fait le boulot, a relevé qu'il y avait une corrélation entre le nombre de procès en sorcellerie et de bûchers et le taux d'alphabétisation des femmes. C'est dans les régions où il y avait le plus fort pourcentage de femmes alphabétisées qu'il y a eu le plus fort pourcentage de bûchers, de procès en sorcellerie. Les femmes qui lisent sont dangereuses, tout le monde le sait. Eh bien, on a la même chose aujourd'hui avec
les individus qui vont chercher leurs informations sur Internet en dehors des médias dominants, en dehors de la sainte inquisition médiatico-politicienne. Donc ça, c'est le premier. Ça, c'est le premier combat à mener. Retrouver la langue française. Et j'ajoute que c'est un combat joyeux, parce que la langue française est une langue élégante. Tout le monde vous le dira, tous les étrangers vous le diront. Moi j'étais assez surpris de discuter, ma fille a fait sa thèse d'écologie en Suisse, et bon, donc j'étais allé plusieurs fois, et en discutant avec une Suisse allemande, on parlait des langues qu'on aimait. Et moi je disais, moi j'aime bien l'italien, j'aime bien le russe, parce que bien que ne parlant ni italien ni russe, je trouve que ce sont des langues qui ont une musique agréable, etc. Et puis, alors que le français est monocorde, hein, il a une bande passante assez faible par rapport à ces autres langues, même par rapport à l'anglais. Et donc une collègue de ma fille disait, ah non, moi, la langue que je préfère, c'est le français. Je dis, ah bon? J'étais très surpris, je dis, pour quelle raison? Elle m'a dit, c'est une langue élégante. D'ailleurs, ça a été la langue de la diplomatie pendant des siècles. Donc se battre, mener ce combat pour la langue française, c'est jouissif. C'est le combat de l'élégance contre la vulgarité crasse de nos médias, de notre classe politicienne. C'est un combat jouissif qu'il faut mener avec le sourire, avec la joie. C'est un combat qui nous permettra, quand nous aurons retrouvé notre souveraineté populaire, c'est-à-dire notre démocratie, puisque la démocratie, c'est la souveraineté du peuple, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Quand nous aurons retrouvé notre souveraineté populaire, ce combat que nous aurons mené pour notre langue, pour notre belle langue, nous permettra de nouveau de parler au nom de la France et de dire ce que la France a à dire au monde. La France n'a pas vocation à être la première puissance militaire mondiale. La France n'a pas la vocation à être la première puissance économique mondiale. La France a vocation à dire l'universel, l'humanisme, à dire la liberté des peuples, à dire la souveraineté des peuples. Et à ce moment-là, quand nous aurons retrouvé notre propre souveraineté pour pouvoir dire la souveraineté des peuples, je pense que les drapeaux français se lèveront dans toutes les capitales et que nous serons de nouveau respectés et aimés dans le monde. Je vous remercie.